temps de prendre votre petite dose matinale d'actu 100% Vendée. Aujourd'hui, c'est mardi, nous sommes le 24 janvier. Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Maintenant que les présentations sont faites, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui nous attend au cours des 26 prochaines minutes. Il y aura notamment ce nouveau coup de pouce du département pour essayer d'attirer de nouveaux médecins en Vendée. Les villes mettent à disposition des colocations quasiment gratuites pour les internes en médecine. L'idée, c'est de leur faciliter les périodes de stage pour qu'ils reviennent ensuite s'installer ici de manière plus durable. La 6e maison vient d'ouvrir à Chaland, une 7e est déjà dans les cartons. Les fêtes sont maintenant loin derrière nous, mais est-ce que vous savez ce que devient votre sapin ? Ceux qui ont été déposés dans les différents points de collecte de l'agglomération de La Roche-sur-Yon sont en passe d'être désormais tous ramassés et valorisés. Nous avons suivi l'équipe en charge de cette transformation. Et puis, comme chaque matin, nous allons retrouver l'ensemble de nos chroniques. Nous allons parler des orthophonistes dans le Plus Info. Et puis, Colline se transforme en sirène dans la chronique association. Rendez-vous dans un quart d'heure pour découvrir cela. On va regarder la météo avant de détailler tout ceci et de partir à la piscine avec Colline. Et oui, alors aujourd'hui, c'est un ciel plus couvert qu'hier, mais par conséquent, des températures très légèrement plus élevées. Ce matin, vous pouvez tracer une diagonale entre les Herbiers et Talmont-Saint-Hilaire. Au nord, un ciel couvert, mais le soleil est juste derrière. Au sud de cette ligne, en revanche, des nuages et rien que des nuages. Cet après-midi, eh bien, normalement, pas de température négative. Une carte départementale qui ressemble à celle de ce matin. Donc, si vous êtes à La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne ou à Chaland, eh bien, un peu d'éclaircie derrière la couverture nuageuse. Mais si vous êtes plutôt du côté de Luçon, de Fontenay-le-Comte ou encore de la Châtaigneraie, eh bien là, ce ne seront que des nuages bas. Pour les marées, nous sommes encore aujourd'hui au plus fort des coefficients pour ce mois de janvier. Nous monterons d'ailleurs encore plus haut à la fin du mois de février avec les prochaines grandes marées. Si vous êtes intéressé, c'est le moment de sortir l'agenda. Ce sera le 22 février, le plus fort coefficient. Nous serons alors à 112 du côté des Sables-d'Olonne. Dans le détail, vous le voyez, la basse mer, elle est en milieu de journée et la prochaine pleine mer, c'est en début de soirée. On va retrouver la carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous de ce mardi qui s'affiche progressivement à l'écran du côté de Montaigu-Vendée, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Vendrenne dans le nord-est ou encore aujourd'hui Talmont-Saint-Hilaire, les Sables-d'Olonne ou Brême-sur-Mer pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Nous fêtons les François en ce 24 janvier. Bonne fête aussi au Paco ainsi qu'au Timothée. C'est la journée internationale du sport féminin, une idée du CSA pour promouvoir la pratique sportive féminine et surtout sa mise en valeur dans les médias, ce qu'Aurélien Huard et toute l'équipe des sports s'attachent à faire au mieux, d'ailleurs sur l'antenne de TV Vendée. Le soleil se couchera ce soir à 17h57 dans le département. On passe au journal. Et nous commençons ce journal avec l'issue de ce retranchement d'un homme hier au sommet d'une grue. C'était à La Roche-sur-Yon. Le trentenaire est finalement descendu dans la soirée, un peu après 19h, et près de 12 heures après s'être hissé au-dessus du chantier qui borde la place Napoléon. Une audience avec le parquet en charge de son dossier lui a été accordée pour évoquer la décision de justice dont il fait l'objet et qu'il conteste. Chaland se dote d'un logement pour accueillir les internes en médecine. Rénovée dans le centre-ville, la maison vise à faciliter l'installation de la nouvelle génération de généralistes. C'est la 6e du genre dans le département. Cette maison est donc destinée aux stagiaires qui font une partie de leur internat en médecine libérale. L'idée, c'est de faire un pari sur l'avenir en leur facilitant la découverte du département lors de leur passage pendant les études. On a par exemple des internes qui disent avoir des difficultés pour se loger, par exemple dans l'agglomération de Saint-Nazaire ou autour de La Roche-sur-Yon, et qui du coup ne choisissent pas les stages parce qu'ils savent que ça va être compliqué. Ils préfèrent avoir un stage qui parfois est moins formateur, mais plus proche de leur lieu de vie. Parce que dans certaines zones, pouvoir se loger que pour 6 mois, les propriétaires sont pas très chauds pour nous louer. Et parfois ça prend des budgets importants, sachant qu'on peut pas non plus se permettre d'avoir 2 loyers. Parfois, certains ont un appartement sur la métropole parce que sur d'autres stages, ils sont en métropole nantaise et c'est que pour 6 mois qu'ils bougent. Ils vont peut-être pas lâcher leur appartement en région nantaise pour 6 mois. Donc, avoir la possibilité d'être logé bien comme il faut, dans des bonnes conditions pour découvrir le territoire, c'est nécessaire.
Et le principe est simple, le logement destiné aux internes est une colocation, son loyer est donc très bas pour ne pas être un frein à l'éloignement de l'université de rattachement. Le principe de la charte, c'est 3 chambres. Donc 3 internes par semestre et pour un prix qui est quasi nul. C'est-à-dire que la moyenne, c'est, comme ici à Challans, c'est 200 € par chambre. Le département verse une bourse d'hébergement des internes de 900 € par semestre, ce qui fait un reste à charge quasi nul de 50 € par mois. Parce qu'il ne faut pas oublier que les internes, ils dépendent de la fac de Nantes, ils peuvent venir d'ailleurs, mais ils dépendent de la fac de Nantes quand ils sont internes, et donc ils ont un appartement à Nantes. Donc le double loyer, c'est quasiment impossible. Les trajets, c'est trop contraignant. Donc là, on les fidélise, j'ai envie de dire, on leur donne envie d'habiter ici, la qualité de vie, le goût de la qualité de vie vendéenne, en logeant en centre-ville, parce que là, on est en cœur de ville de Challans. Et une 7e adresse devrait prochainement être proposée, cette fois-ci dans la grande couronne de La Roche-sur-Yon. Les boulangers défilaient à Paris hier après-midi. Un rassemblement pour dénoncer l'explosion des prix de l'énergie. Certains ont vu leurs factures multipliées par 5 en l'espace de quelques mois et ne peuvent prétendre aux nouvelles modalités du bouclier tarifaire. Dans le cortège, vous le voyez, Dany Coirier, boulanger installé dans le sud Vendée, à Maillé, entre Benay et Maran. Nous, on demande une équité pour l'ensemble de l'artisanat, c'est-à-dire que tout le monde ait un bouclier tarifaire pour protéger tout l'artisanat. Si demain on n'obtient pas ça, je vous laisse imaginer la suite. Donc aujourd'hui, on a décidé de venir à Paris puisque le ministère est à Paris. Et on ne s'interdit pas dans les semaines à venir de faire quelques marches dans les régions et les départements. Une manifestation qui a été organisée par plusieurs collectifs de boulangers. La Confédération nationale de la boulangerie, elle, n'avait pas souhaité se joindre au mouvement. Janvier est déjà bien entamé et si les prochaines vacances scolaires sont encore loin, il y a quand même de grandes chances pour que les décorations de Noël soient désormais rangées. Les décos rangés et le sapin sorti de la maison. Les 24 collecteurs installés dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon ont une nouvelle fois fait le plein. Ils sont maintenant progressivement vidés. La deuxième vie des sapins de Noël, c'est avec Agathe Poulet. Avec une simple broyeuse, Cédric et son équipe vont transformer ces sapins en broyats de bois pour en faire du paillage. Chacun a une mission bien précise pour le bon fonctionnement de l'intervention. Claire se charge de mettre directement les sapins dans le broyeur. On enlève les ganivelles, donc on les met sur un côté. On trie les sapins parce qu'il peut y avoir des rondins, des vis, des clous, des barres de fer. Donc on enlève tout ce qui passe pas dans le broyeur, quoi. Et ensuite, on met les sapins dans le broyeur et on doit les compter. Il y a une façon de les mettre, oui. Après, si c'est trop gros, ça passe pas dans le broyeur. Donc, ça dépend des broyeurs. Bon, là, ils passent tous. Sur les 23 sites de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, 10 lieux de collecte de sapins ont été pris en charge par le service. Pour le moment, environ 1500 sapins ont été récupérés et broyés sur place. On a tout un travail de communication avec les mairies pour savoir si elles souhaitent récupérer le broyat qui viennent de leurs sapins sur leur commune. Donc La Roche-sur-Yon, tout est déposé au niveau des serres municipales et toutes les autres mairies, soit elles décident de récupérer, soit c'est déposé également aux serres municipales. Et ça devient ensuite, le broyat est transformé en paillage. Au-delà de l'aspect recyclage, cette mission est un projet d'insertion professionnelle. Depuis plusieurs années, l'association Graines d'idées propose des chantiers d'insertion sociale et d'activités économiques. Cette collaboration avec l'agglomération permet de donner une visibilité aux salariés et de faire découvrir les métiers de l'espace vert. Les salariés, en fait, pendant jusqu'à 2 ans maximum, ils peuvent travailler à Graines d'idées sur les espaces verts. Et il y en a un certain nombre qui décident de continuer dans la voie des espaces verts, pas tous. C'est une mission qui est récurrente, donc déjà on la connaît bien, on sait bien l'organiser. Et donc avec les salariés, c'est rassurant, déjà de première chose. Ensuite, il y a une vraie visibilité, les gens voient à quoi servent les actions de Graines d'idées et donc à quoi servent les actions des salariés. Donc ça, c'est très valorisant sur le territoire. En seulement 2 heures, les salariés ont broyé 130 sapins sur ce site, soit 550 kg de paillage. L'année dernière, 3300 sapins ont pu être recyclés par Graines d'idées. La proposition lancée par le planning familial de Vendée a été entendue ce week-end. C'est avec une quarantaine de participantes et de participants qu'a eu lieu le premier café féministe. Pour ce lancement, les organisatrices ont proposé de faire un point sur la situation de la France par rapport à l'IVG. Une discussion avec la participation de l'ancienne députée francilienne Alban Gaillot, autrice de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. C'est un marqueur, un combat fort du planning familial
Et puis, il y a eu des avancées législatives récemment par Alban Gaillot, qui est notre premier invité. Et il y a en ce moment la question de la constitutionnalisation de ce droit. Et puis, on sait qu'un petit peu partout dans le monde, il a besoin d'être défendu. On l'a vu aux États-Unis récemment. Donc, ça nous semblait important que notre café féministe s'ouvre par ce sujet. Quelques images à présent de la 4e édition du Salon du voyage et de l'évasion. C'était ce week-end à La Roche-sur-Yon. Exposants et conférences pour préparer les prochaines vacances dans les destinations les plus plébiscitées en ce moment en Vendée. L'Europe qui fait de nouveau le plein depuis la crise sanitaire, avec en tête des pays les plus demandés, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. On a souhaité organiser un événement qui est unique sur la Vendée. Il n'y avait pas de salon du voyage avec autant d'exposants réunis sur une seule journée au même endroit. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter toutes ces connaissances et faire découvrir toutes les destinations possibles au départ de Nantes ou d'ailleurs et venir à la rencontre des Lyonnais. Bras tendus, dos droit, épaules effacées, la posture de l'escrime est facilement reconnaissable. Le maniement de l'épée l'est lui beaucoup moins. Un stage d'escrime artistique a justement eu lieu ce week-end dans le nord du département. Une formation aux armes suivie par 45 stagiaires venus de toute la France. Au programme, entraînement et conseils de 2 grands maîtres d'armes reconnus, à savoir le sablais Michel Palvado à l'origine de spectacles historiques à Blois ou encore Fontevraud et Michel Carlier qui a notamment travaillé sur le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Alix Solanos. Pas de touche, ni d'ailleurs de protection dans cette discipline qui utilise pourtant de vraies armes. L'escrime artistique repose en effet sur le partenariat pour créer une phrase d'armes esthétique simulant un combat. C'est une discipline qui conjugue la pratique physique sportive de l'escrime qu'on connaît, mais qui ajoute la dimension spectacle. Donc en reprenant aussi des gestes d'escrime ancienne qui ont été rédigés dans des traités, donc on va dire des traités militaires. Nous en fait on conjugue tout ça pour former quelque chose d'artistique, de créer des chorégraphies. On allonge le bras, fente. Pas d'improvisation dans cette escrime de spectacle où chaque geste est pensé et chorégraphié. Sous la houlette de grands maîtres d'armes comme Michel Carliez, ces 45 stagiaires ont pendant 2 jours perfectionné leur technique. Et donc on doit être à même de pouvoir utiliser son corps de façon différente et donc être amené aussi à chuter. Très complète physiquement, l'escrime artistique nécessite une grande maîtrise de ses gestes. Julie a découvert la discipline à l'âge de 14 ans. Elle en a fait son métier, elle est aujourd'hui comédienne et cascadeuse professionnelle. Et c'est notamment grâce à l'escrime qu'elle a développé les qualités nécessaires à ce métier très exigeant. La rigueur, la précision et le fait de pouvoir communiquer des émotions aux gens. En fait, parce que vu que c'est une escrime qui est complètement liée au théâtre et complètement liée à la scène, en fait, du coup, ça permet vraiment d'apporter, une partie de leur histoire aux gens, des émotions, plein de choses. Donc, voilà. Il faut avoir une rigueur de fou et c'est technique tout en étant hyper physique. Et moi, c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve bien dans ce sport-là. Un sport complet sans esprit de compétition où les adversaires se transforment en partenaires pour rejouer des combats historiques. Une histoire de cap et d'épée sans limite d'âge pour jouer. Et nous allons terminer le journal avec ces dessins au style assez reconnaissable. Ce sont les œuvres d'Eugène Chailloux, ami de Gaston Chessac et peintre très productif. Plusieurs centaines de dessins réalisés à partir de ses 80 ans. Eugène en a aujourd'hui 93 et avec sa femme, le couple a décidé de léguer une partie de son héritage aux petits frères des pauvres, l'autre à une association culturelle de Sainte-Florence à Essarts-en-Bocage. On avait prévu de donner à une personne qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous a déçus. Alors là, je suis allé trouver donc le notaire et je lui ai dit, on lui a demandé de changer notre testament et c'est là, il m'a cité plusieurs associations caritatives et nous avons choisi les petits frères des pauvres. Tous les dessins que j'ai faits, il y en a 1300 qui sont à Flore culturelle et 200 pour les petits frères des pauvres.
Et pour en savoir plus sur ce leg, eh bien rendez-vous sur tvvendée.fr pour retrouver le replay de la Vendée en direct de mercredi dernier avec Alexandre Debray. Elle était consacrée à ce sujet. Voilà pour l'actualité du jour que nous allons compléter avec les prévisions météo détaillées des prochaines heures. Et je vous propose un début de journée qui s'est fait dans le négatif. Et la matinée va d'ailleurs ressembler un petit peu à ceci. Un tout petit peu moins froid qu'hier quand même, mais -1 pour toute la moitié nord de la Vendée. 0 au sud, vous le voyez. 2 pour l'Île-Dieu, des nuages pour tout le monde avec une couverture plus dense pour la moitié sud-est de la Vendée. C'est la fin de ce journal. On va maintenant retrouver les chroniques du jour. Au programme, je vous propose de parler des orthophonistes qui souffrent en Vendée, mais également de Colline qui s'essaie à la nage de sirène. Alors nous parlions des logements dans le journal pour faciliter l'installation des internes en médecine générale. Mais la Vendée ne souffre pas que du manque de généralistes. Tous les spécialistes affichent aussi des délais d'attente particulièrement longs. Écoutez aujourd'hui le cri du cœur des orthophonistes qui voudraient notamment faire comprendre que leur patientèle ne se cantonne pas aux enfants. Le nombre de demandes a vraiment augmenté sur les 10-15 dernières années. Le nombre d'orthophonistes en cabinet n'augmente pas, augmente difficilement. Il y a un gros souci démographique, alors particulièrement en Vendée, où très honnêtement, je pense qu'on peut vous annoncer 2 ans d'attente dans certains coins de Vendée. Donc les orthophonistes souffrent, elles sont réellement en souffrance. Nous sommes essentiellement une profession féminine, nous ne sommes pas nombreuses, on ne fait pas de bruit. Quand on manifeste, on est dans une masse, on ne nous voit pas facilement. Donc les orthophonistes sont réellement en souffrance. Elles perdent du pouvoir d'achat, elles sont sans arrêt sous pression. Voilà, je ne décroche plus mon téléphone depuis quelques mois. On est quelque part mal à l'aise par rapport à ce système de fonctionnement. On est des professionnels de la communication et je ne décroche plus mon téléphone pour répondre aux gens. Donc quelque part, ça ne me va pas non plus. On peut être amené à tout âge de sa vie à avoir besoin d'une orthophoniste. Donc on peut travailler avec des tout petits bébés qui soit présentent déjà des handicaps, soit ont des difficultés d'alimentation, des troubles de la succion, donc pour des difficultés liées à l'oralité. Ensuite, on a tout ce qui est langage oral pour l'enfant, langage écrit. Pour les adultes, on peut rencontrer des patients post-AVC qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, des patients dans des contextes de pathologie neurodégénérative, des patients en suite de cancer, toute la zone ORL. Donc l'AMO, c'est l'acte médical orthophonique. On a un AMO multiplié par 10 ou 11 en fonction du trouble que l'on prend en charge. Et donc cet AMO n'a pas été revalorisé depuis 2012. Donc l'AMO est à 2,50 €, il est toujours à 2,50 € depuis 10 ans. Clairement, là, cette année, en 2022, l'inflation on parle de 6%, enfin en tout cas plus de 6%. Donc si notre lettre clé avait suivi le cours de l'inflation, on en serait rendu à un AMO 3,32. On essaye de communiquer autour de la valeur de cette lettre clé qui ne bouge pas. Donc les orthophonistes fatiguent, les orthophonistes font plus d'heures pour gagner un petit peu plus, parce qu'on paye le même prix pour tout. Les orthophonistes fatiguent, les orthophonistes pensent qu'elles ne sont pas reconnues à leur juste niveau. Et voilà, on souhaiterait qu'il y ait plus d'orthophonistes, qu'il y ait plus de place dans les écoles pour d'ici 10, 15 ans, 20 ans pouvoir soulager, pour qu'il y ait plus d'orthophonistes sur le terrain. Et c'est un dossier à retrouver là encore sur les différentes plateformes de TV Vendée. Nous allons partir à la rencontre de l'assaut de la semaine. Et cet assaut, elle nous attend à la piscine. Et oui, Colline nous emmène à la rencontre de nageurs pas tout à fait comme les autres. Ces nageuses en l'occurrence, vous allez voir, ont une queue de sirène. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous pouvez le voir à côté de nous, on se retrouve à la piscine parce qu'on va parler de sirène. C'est quoi exactement ce cours qu'on voit là derrière nous? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors le cours de sirène c'est tout simple, donc c'est une approche ludique en fin de compte pour faire découvrir la nage en monopalme et l'apnée.
Donc c'est le côté vraiment divertissant de la chose. Et ça attire énormément de monde, puisque là, cette année, on a ouvert les séances cette année et on est déjà une dizaine d'inscrits et j'en ai encore 4 la semaine prochaine qui arrivent. Et alors c'est finalement une discipline qui rassemble plusieurs choses, vous l'avez dit un peu, qui complète, on va dire, les autres disciplines que vous proposez. Voilà, tout à fait. Donc le cours des sirènes, en fin de compte, c'est l'apprentissage de la monopalme, comme si on faisait de l'apprentissage pour des jeunes qui allaient faire de la compétition, et aussi bien en apnée. Donc ils font les entraînements avec les apnéistes, comme les compétiteurs qu'on a en apnée, en dynamique ou en statique. Et alors ce qui vous manque un peu, ce qui peut faire peur, on va dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui testent la discipline. Non, on n'a pas du tout d'hommes, alors que c'est une discipline qui est ouverte aux femmes et aux hommes. Et c'est... Bon, on avait déjà essayé de faire des initiations avec des hommes, ils ont essayé, ça leur a plu, et ils ont bien remarqué que c'était assez physique quand même. Donc je ne sais pas si c'est ça qui leur fait peur, mais on aurait besoin de ces gens-là, quoi. Pour pouvoir un peu diversifier le cours. Et alors, donc il y a une tranche d'âge aussi qui manque sur la nage en compétition, c'est au niveau des adolescents, c'est ça ? Oui, tout à fait. Entre 8 et 16 ans, on a un gros manque de nageurs. Mais il y a pas que c'est pas qu'en Vendée, c'est au niveau des Pays de la Loire, on a du mal à fédérer les jeunes au niveau de la nage avec femmes. Je sais que c'est une discipline qui est méconnue, mais bon, qui est quand même beaucoup plus ouverte que la natation, où eux, ils ont énormément d'adhérents et donc plus de difficultés à aller voir l'élite. Donc, alors que chez nous, non, on recherche et ils ont plus de facilité, quoi. Eh bien, vous l'avez compris, si vous souhaitez tester vous aussi, que ce soit en compétition ou tout simplement pour faire la sirène, n'hésitez pas. D'ailleurs, moi aussi, je vais aller tester la nage monopalme. Allez, et sur la prochaine chronique de Colline à la piscine, elle se met entièrement à l'eau. On va lui demander en tout cas. On va passer à l'extrait du jour. Et justement, nous allons rester dans l'eau puisque Thomas Ruyant est l'invité du dernier Café de la Marine. Un Thomas qui a encore beaucoup d'émotions, vous allez voir, à revoir les images de son arrivée et de sa victoire lors de la dernière Route du Rhum. Avant de se projeter sur cet avenir, on va revenir sur cette Route du Rhum, qui est la conclusion magistrale d'une année 2022 et aussi la conclusion d'un cycle avec ce bateau. Alors on va revoir les images de ton arrivée à Pointe-à-Pitre. Tu avais eu l'occasion d'y revoir ces images, Thomas. Ouais. Est-ce que tu les as regardées à nouveau ? Ouais, j'ai vu ces images et c'est vrai que c'est des moments forts, donc je me lasse pas de les revoir. Là, on voit à l'écran, là, notamment Alexandre Fayeul, le patron d'Advance. Alors Thomas, justement, tu l'as dit à l'arrivée en posant le pied sur les pontons, celle-là, c'est la plus belle. C'est vrai, il y en a eu d'autres. C'est des victoires qui sont toujours rares, même si j'en ai cumulé quelques-unes en transat maintenant. Je suis très fier de ça, mais c'est vrai que la Route du Rhum, c'est un événement exceptionnel qui a pris encore plus d'ampleur, j'ai l'impression, sur la dernière édition. Il y avait un plateau de folie en IMOCA. 38 bateaux en IMOCA, voilà. Ouais. Une grosse concurrence. Comme tu l'as dit, c'est un monument de la course au large. Tu l'as remporté justement déjà en classe 40. Mais le fait qu'il y avait cette concurrence en IMOCA, ça donne à cette victoire une saveur particulière. Oui, c'est je pense la classe des bateaux aussi qui fait ça. La concurrence qu'il y avait en IMOCA, le nombre de bateaux. Là, c'est vrai que quand on regarde les marins sur la classe IMOCA, alors c'est des marins avec qui j'ai l'habitude de naviguer depuis plusieurs années et ça progresse fort, ça pousse. Les bateaux ont pris aussi un grand tournant depuis 3-4 ans et donc c'est finalement cette Route du Rhum, elle vient clôturer un petit peu cette transition aussi technique qu'on a vue avec ces grands foilers. Et donc d'arriver en tête de cette édition-là, c'était tout simplement magique. Un Café de la Marine à retrouver en intégralité avec Thomas Ruyant en début d'après-midi sur l'antenne de TV Vendée. On passe au jeu.
Il nous reste un petit peu plus d'1 minute pour refaire le point donc, sur le jeu de la matinale de cette semaine. La question, elle est très courte. Qui sont les Loubersac ? Vous avez donc, comme d'habitude, jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et me dire donc qui sont les Loubersac. Indice du jour, leur berceau est à Albi. Les images sont évidemment là pour vous aider. Nous avons repris des images des journaux de TV Vendée de la semaine dernière. Et à la clé, eh bien, nous aurons 2 gagnants tirés au sort parmi vos bonnes réponses envoyées sur tvvendée.fr. Chacun repartira avec 2 places pour le spectacle d'Arnaud Cosson, à savoir le syndrome de la page blanche, qui est joué du 9 au 11 février à la Comédie Bis à La Roche-sur-Yon, grâce à Œil du Prince, qui est notre partenaire cette semaine. C'est la fin de cette matinale, dites donc. Et oui, déjà. Alors, on va se quitter sur ces images du jeu. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée. On se retrouve demain, mercredi, dès 7h en direct sur TV Vendée. Donc, à demain!